Vous êtes pianiste, à la fois soliste, chambriste, et puis vous formez un duo splendide avec un autre pianiste, Arthur Ancel, Ludmila Berlinskaya, bonjour. Bonjour, Alors Frédéric. si j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, c'est pour évoquer plusieurs grandes figures méconnues pour nous, et qu'on connaît grâce à vous, à savoir Alexander Swassmann, grand pianiste, grand compositeur, et puis deux autres figures, un très grand duo qui vous a précédé, à savoir le duo Vronsky-Babine. On va en parler, et puis d'abord on va parler d'Alexander Swassmann, puisque vous avez enregistré, il fait paraître pour le label Melodia un très très beau disque qui confronte alors deux génies, un qu'on connaît bien, Georges Gershwin, un autre qu'on connaît quasiment pas et qu'on connaît en tout cas grâce à ce disque, grâce à vous, Ludmila Berlinskaya, et grâce au duo que vous formez avec Arthur Ancel, Alexander Swassmann. Alors, les deux sont d'origine juive russe. L'un, sa famille a quitté la Russie pour émigrer aux États-Unis, c'est Georges Gershwin, et l'autre y est resté, c'est Alexander Swassmann. Comment vous avez connu, vous, Alexander Swassmann Mais comme moi, personnellement, j'ai grandi en Russie dans l'époque soviétique. Les mélodies d'Alexandre Swassmann étaient très connues là-bas parce que il écrit aussi beaucoup musique de film, évidemment, et puis orchestre de jazz qu'il est formé en Russie, c'était parmi les premiers orchestres de jazz. Alors justement, on a une idée de l'Union soviétique avec un jazz, une musique interdite, mais pas du tout Non, non, dans non. les années 30. Oui, justement, c'était pas interdit, heureusement. Et Alexandre Swassmann, c'était parmi les premiers qui créaient un orchestre, vrai orchestre de jazz. Après lui, c'était plusieurs autres d'ailleurs. Et puis, les mélodies d'Alexandre Swassmann, ils sont tellement rentrés dans la vie quotidienne des Russes, enfin, à cette époque, que parfois on ne savait même pas que c'est lui qui écrit telle ou telle chanson. Là, quand on a commencé à jouer et faire les recherches et faire les transcriptions pour deux pianos avec Arthur Ancel, on a remarqué chaque fois quand on joue la musique de Swassmann en Russie, le public réagit tellement fort et tellement vite qu'on comprend qu'il n'était pas oublié. Donc tout le monde connaît cette musique. Et on a adoré jouer Swassmann. Quand on a commencé, c'était pas sûr du tout. Et petit à petit, on a bien compris que il faut faire quelque chose, il faut faire découvrir cet compositeur au monde entier et puis en Europe. C'est une musique complètement irrésistible, celle d'Alexander Swassmann. C'est un compositeur qui était également un grand pianiste. Il a étudié avec Félix Blumenfeld, qui était aussi une grande figure juive, lui-même élève de Rimsky-Korsakov. Enfin, bref, une grande lignée. Il a étudié à partir de 1923 avec Félix Blumenfeld. C'était un grand pianiste. Même Shostakovich l'admirait, Alexander Absolument. Swassmann, quand il est arrivé à Moscou, de Nijni Novgorod d'ailleurs, il est né en Biélorussie. Si on commence par le début, dans une famille juive, et ils sont enfuis de pogrom à Nijni Novgorod, la ville sur Volga, où il est resté 4-5 ans. Il a commencé sa carrière, enfin, il a commencé à apprendre le piano, et après, il est allé directement au conservatoire de Moscou, où il est rentré aussi tout de suite dans la classe de Blumenfeld. Et il était très très doué comme pianiste, virtuose, brillantissime. Quand vous parlez de Shostakovich, il écrit beaucoup de musique pour les films, pour le cinéma évidemment, pour gagner son pain. Et parmi les films, donc c'était un film qui était absolument disparu après, parce que je crois que c'était quand même un grand échec. Quelque chose sur la vie de Lénine, en fait, très 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 pro-soviétique. Et Shostakovich, il écrit la musique pour ce film. Et c'était carrément mini-concerto pour piano et orchestre à cette époque. Et il est demandé à Swassmann de jouer la partie de piano. Et il écrit à Swassmann, j'ai retrouvé
les lettres de Shostakovich, où il écrit à Tzfassman que c'est que vous, Alexandre, qui pouvez vraiment jouer cette partie qui est tellement virtuose que moi-même, je ne peux pas le jouer. Donc, je vous demande de le faire. Apparemment, c'était fait par Tzfassman. Et il y a beaucoup d'autres gens qui connaissaient Alexandre Tzfassman qui disaient que mais quel idiot, pourquoi elle a consacré sa vie à jazz à la place de devenir un pianiste brillantissime, hyper connu et continuer à donner des concerts classiques. Et c'était le premier pianiste qui jouait la Rhapsodie. Oui, il a créé la Rhapsodie Loulou en Union soviétique. Et puis, il avait un orchestre de jazz à la radio entre 1939 et 1946. Et puis, il a fait des tournées aussi au service de l'armée durant la guerre. Il est allé à la guerre avec son orchestre, comme beaucoup d'autres musiciens, évidemment. Après la guerre, la situation a un peu changé dans le sens qu'on ne pouvait pas prononcer le mot jazz, c'était interdit. Mais ça s'appelait autrement, ça s'appelait orchestre de l'estrade ou la musique d'estrade. Et il est continué quand même. Il est continué à donner des concerts de jazz, en vrai. Enfin, après la guerre, il n'a pas fait la même carrière en jazz que avant la guerre, Alexander Tzfassman. Il écrit beaucoup de musique pour le film, pour le cinéma. Il était au théâtre de l'Ermitage. Exactement. Il avait d'autres activités. En même temps, il avait une admiration pour Gershwin. Alors, la différence entre les deux, une des grandes différences, c'est que Tzfassman admirait Gershwin et connaissait sa musique, alors que Gershwin n'a jamais entendu parler d'Alexander Tzfassman. Malheureusement, il n'était même pas au courant que Tzfassman existe. Il y a aussi une différence entre ces deux surdoués, en fait, que Tzfassman, il était quand même musicien professionnel. Il avait éducation professionnelle, la base de l'éducation. Et Gershwin, il était complètement autodidacte. Vous connaissez cette anecdote que Gershwin, il voulait absolument apprendre quand même écriture, composition professionnelle. Il est allé même en Europe, notamment à Paris. Il a demandé à Ravel, à Boulanger aussi, donner des cours de composition. Et cette fameuse réponse de Ravel à Gershwin, pourquoi vous voulez être deuxième Ravel à la place d'être premier Gershwin? Vous êtes déjà comme vous êtes. Et donc, oui, mais sauf que c'est vrai que le rideau de fer était tellement fort de deux côtés que finalement, que Gershwin n'était même pas au courant que Tzfassman existe. Lyudmila Berlinskaya, vous êtes la fille de Valentin Berlinski, qui était un des très grands violoncellistes de la deuxième moitié du XXe siècle, et puis violoncelliste du célébrissime Quatuor Borodine, aussi un des très très grands quatuors de l'après-guerre. Votre père, il a connu Alexander Tzfassman, il vous en a parlé Il m'a pas parlé, mais je suis absolument sûre qu'il connaissait Alexander Tzfassman, parce qu'à cette époque-là, tout le monde, surtout au conservatoire de Moscou, où mon père aussi quand même était étudiant, tout le monde se connaissait. Ils n'étaient pas si nombreux qu'aujourd'hui. Et comme mon papa, il connaissait bien les autres musiciens de jazz, Leonid Utiosov, et aussi Donaïevski, je pense qu'il connaissait forcément Tzfassman. Alors donc c'est une musique, c'est vraiment une fantastique découverte, cette musique d'Alexander Tzfassman. Vous nous faites faire une autre grande découverte que vous avez interprétée récemment au concert. C'est un autre duo qui était absolument fabuleux, qui était très connu en Union soviétique, mais surtout aux États-Unis, puisqu'il a eu un itinéraire qu'il a mené de l'Union soviétique à Berlin et aux États-Unis. C'est le duo Babin-Vronsky, donc Victor Babin et Victoria Vronsky, oui. Donc deux grands pianistes, un de vos prédécesseurs dans les grands duos, dont vous allez interpréter bientôt le concerto pour deux pianos et orchestre, le deuxième concerto. Donc ça aussi, c'est une très grande découverte. Comment vous en êtes venu justement à nous faire revivre cette musique de ce duo Vronsky-Babin?
nous-mêmes, on est un duo de piano, évidemment, on s'intéresse beaucoup à tous les duos qui étaient vraiment parmi les plus grands duos notamment au XXe siècle. Et Babin Wronski, ça fait partie, c'est vraiment exceptionnel comme tous les deux comme musiciens. Vous avez dit qu'ils ont été connus en Russie. Non, malheureusement non. Même en Russie, je pense qu'ils sont moins connus que ici, parce qu'ils sont émigrés assez vite tous les deux. Un de Moscou et une de Kiev, et ils sont retrouvés à Berlin chez Grand Schnabel, Arthur Schnabel, et tous les deux étaient son élève, et formé un duo de piano là-bas à Berlin, et décidé à partir aux États-Unis, à New York, où ils sont installés définitivement. Et là, ça a devenu un des duos parmi les duos du XXe siècle, les plus grands. Rachmaninov, Mettner, qui écrivait pour eux, beaucoup d'autres musiciens, et Babin lui-même. Victor Babin, il était un très très grand compositeur et surtout très grand transcripteur. Il a fait énormément de transcriptions des musiques très connues, de tubes, de chefs-d'œuvre pour deux pianos. Et depuis 2 ans, surtout Arthur Ansel, qui a commencé les recherches pour trouver toutes les transcriptions, toutes les partitions, tous les manuscrits qui restaient après Babin, parce que malheureusement, ce duo, il n'avait pas d'enfants, donc malheureusement pas d'héritier, et beaucoup de partitions étaient perdues, hélas. Mais quand même, on a réussi à ramasser pas mal de choses, et notre prochain futur projet, c'est pas seulement jouer le concert de Babin, mais jouer toutes les transcriptions qui existent de Babin. On a déjà commencé cette année et on va continuer. Alors, Victoria Wronski, elle est née en 1909 dans une famille juive à Kiev. Et puis, comme vous le disiez, Ludmila, elle est allée étudier avec Arthur Schnabel à Berlin. Oui. Et c'est là qu'elle a rencontré Victor Babin, donc 2 grands pianistes, chacun de leur côté, qui après vont former un des plus grands duos de piano. Et on connaît assez peu leur vie, elle est très peu documentée finalement. Oui, malheureusement, on peut pas raconter beaucoup de choses. On a quand même retrouvé quelques élèves, parce qu'ils ont donné beaucoup de cours, heureusement. Aux États-Unis, notamment à Cleveland. Exactement, ils sont tous les deux les professeurs à l'université là-bas. Et après, ils avaient aussi beaucoup des élèves privés. Et c'est seule piste qui nous reste pour parler de ce duo. Mais ils ont donné plus de 200 concerts par an à l'époque, justement aux États-Unis. Ils sont enregistrés avec les meilleures maisons de disques. Et c'était vraiment la carrière brillantissime, ce duo. Je sais que Stravinsky, il est demandé directement à Babin de faire la transcription de Petrouchka, par exemple, ce qu'on va jouer bientôt la saison prochaine. Donc une transcription pour 2 pianos. Oui. Et ils sont aussi les dédicataires d'un concerto de Darius Milhaud. Absolument, c'est pour Babin eux. Wronski, c'est dire leur notoriété. Ah bah oui, ils ont été extrêmement connus. Donc on est très envie avec Arthur aussi de faire connaître plus aujourd'hui, parce que... Et alors pour les auditeurs dont je suis, qui connaissent pas du tout la musique originale de Victor Babin, elle évoque quoi? Elle évoque Prokofiev? Oui, c'est pas loin de Prokofiev, c'est pas loin aussi de Stravinsky, mais c'est quand même aussi musique de lui-même, de Victor Babin. C'est un vrai très grand compositeur. Et je vous invite tous de venir à un festival Piano Rungis Piano. Le 29 septembre, on va jouer avec Orchestre National Île-de-France, 2e concert de Babin pour 2 pianos. Ça va être une grande découverte et c'est une musique très difficile à interpréter. C'est très virtuose, c'est pas, enfin, tout est difficile, c'est très virtuose et ça fait grand plaisir de le jouer. Juste un mot, justement, puisque vous formez ce fameux duo avec Arthur Ansel pour 2 pianos. D'ailleurs, vous préférez jouer à 2 pianos qu'un piano 4 mains, enfin, j'ai l'impression. Difficile à répondre parce que c'est une question piège. Oui, on adore jouer à 2 pianos, ça c'est vrai. C'est pas le même répertoire.
Ça, Oui, bien il sûr. faut comprendre. C'est pas du tout la même, enfin tout. Et techniquement, et comment on s'exprime au piano, c'est rien à voir avec quatre mains, parce que quatre mains, physiquement, c'est pas très naturel. C'est rare qu'il y ait deux musiciens sur le même instrument, c'est quasiment le seul. Exactement. Si vous prenez un violon, ça va être difficile aussi. Mais en tout cas, non, mais c'est rien à voir. Il y a beaucoup plus de détails, il y a beaucoup plus de précision minimaliste pour quand on joue à quatre mains. Mais pourquoi pas? Vous pouvez jouer orgue, clavecin, ça aussi, c'est pas la même chose. C'est très mystérieux d'ailleurs le deux pianos, parce que quand on vous entend séparément Arthur Ancel et vous êtes deux pianistes quand même très différents. Chacun magnifique pianiste, mais vraiment des styles très différents. Et quand on vous entend tous les deux, eh bien, il y a une proximité. C'est notre but, parce qu'il faut que vous attendiez le même instrument, quand même, le même musicien. C'est le résultat d'un travail gigantesque. On travaille beaucoup, évidemment, sinon... Et puis avec un répertoire, parce que souvent, quand il y a un répertoire pour deux pianos, c'est un peu c'est Mozart, Rachmaninoff, qui sont des chefs-d'œuvre, Debussy, mais c'est toujours... et alors vous nous faites découvrir des répertoires gigantesques, sans compter bien sûr Fassmann ou d'autres, mais vous avez fait un disque Saint-Saëns, et puis Tchaïkovski. Oui, justement, notre idée de faire découvrir énorme répertoire pour deux pianos, énorme, surtout dans le XXe siècle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compositeurs qui continuent à écrire pour deux pianos. Ça développe hyper vite. Et le but, c'est vraiment continuer et même peut-être ouvrir au nez très pionnière pour ouvrir une classe de deux pianos, comme ça existe pour le quatuor à cordes, parce que c'est pas du tout la même genre de musique de chambre que le duo, violon, violoncelle, piano, trio, quintet, etc. Alors déjà, il y a ce disque qui vient de paraître après plusieurs autres avec ce répertoire génial Gershwin-Fassmann. Et alors pour préparer cet entretien, je me suis trouvé un disque où justement de Fassmann, on l'entend avec son orchestre de jazz, Ludmilla. C'est très étonnant, c'est un disque enregistré dans les années 30. C'est sublime, c'est une époque et il faut écouter. Au moins, on peut attendre quand même une qualité aussi de lui comme compositeur. Et puis son écoute des instruments de jazz, c'est quand même le début de jazz. Mais pour nous, on a peine à croire que sous Staline, parce qu'on est quand même dans les années 30, il y ait comme ça un compositeur juif, pianiste juif, qui arrive à enregistrer du jazz en Union soviétique à la radio. C'est quand même quelque chose d'assez difficile à concevoir pour nous. Eh ben, je pense que plus c'est difficile le régime, la situation politique, plus les gens avec beaucoup de talent, ils sont résistants et ils ont envie de montrer quelque chose, parce que quand tout va bien, il y a pas de provocation pour création, pour faire quelque chose, pour apporter d'ailleurs beaucoup de joie dans le monde, parce que sa musique, elle est tellement plein de soleil. C'est un pur bonheur, cette musique, qu'elle soit sous ses doigts ou sous les vôtres, Ludmilla. Donc, grâce à vous, au duo que vous formez avec Arthur Ancel, on découvre comme ça des grandes figures, Alexander Fassmann et le duo Babine-Vronsky. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été notre invité. Merci Frédéric, merci beaucoup.